directeur de recherche au CNRS, directeur d'un gros laboratoire de sciences sociales, le GEMAS, qui appartient à la fois au CNRS et à la Maison des sciences de l'homme, et co-directeur de la Revue française de sociologie. Nous sommes collègues à cet égard. Et auteur de très nombreuses publications. Allez regarder son site qui est très bien fait sur le site du GEMAS, GEMA2S, notamment sur la jeunesse, la sociologie de la jeunesse, qui fut son premier grand thème de travail, avant de s'intéresser aussi au marché du travail. Il a publié un livre avec 2 collègues qui s'appelle « La machine à trier ». Il a publié beaucoup sur les valeurs, précisément le sujet de son exposé, et puis des travaux plus récents sur la question de l'égalité, ou de la passion française de l'égalité, pour faire vite, mais aussi des travaux qui sont la contrepartie, qui seront publiés bientôt dans un ouvrage en préparation sur la sociologie des inégalités. Donc Olivier s'est préparé, et le voilà qui se met en place. Et bonjour. Donc, je te laisse la parole. D'accord. Et je te remercie. Voilà. Bonjour à tous. Alors j'ouvre mon petit PowerPoint, parce que maintenant on ne fait pas un exposé sans un PowerPoint. Un peu obligatoire. Ouais, ça, mais on peut suspendre la convention. Non, c'est pas mal. Bon, coupez mon micro. Voilà. Bonjour à tous. Alors donc Pierre-Michel m'a demandé de vous faire un exposé sur la sociologie des valeurs. C'est effectivement un sujet sur lequel j'ai travaillé. Attendez, c'est pas ça, c'est pas le bon. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est d'abord vous dresser un tableau très très rapide et évidemment très succinct, un peu caricatural de qu'est-ce qu'a dit, qu'est-ce qu'a fait, comment se positionne la sociologie par rapport à cette question des valeurs, enfin de façon très 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 rapide. Et puis ensuite, je voudrais vous présenter quelques résultats d'une série d'enquêtes qui sont réalisées sur les valeurs en France, mais aussi dans toute l'Europe depuis les années 80, le début des années 80, et qui donnent, vous allez le voir, des résultats, me semble-t-il, assez intéressants. Alors d'abord quelques mots sur, au fond, la sociologie et les valeurs. Alors il y a un premier constat très simple qu'on peut faire, c'est qu'il n'y a pas de conception unifiée de la sociologie sur cette question des valeurs. Et si on simplifie les choses à l'extrême, on peut dire qu'il y a 2 traditions assez différentes, une tradition plutôt déterministe et relativiste, et une conception plus individualiste et rationnelle. Alors, quelques mots sur la première tradition. Je pense qu'on peut en trouver, par exemple, des traces, même si un sociologue comme Durkheim n'a pas, à proprement parler, travaillé sur les valeurs, mais on peut trouver des traces, je pense, dans son œuvre de cette tradition, puisque pour lui, la question centrale, c'est bien celle du maintien de la cohésion sociale, et cette cohésion sociale, elle passe par l'intériorisation par les individus d'un ordre moral, et donc pourrait-on dire d'un certain nombre de valeurs, avec l'idée, évidemment, qui est en arrière-plan, de réduire les comportements égoïstes. Et c'est la socialisation et l'intériorisation qui lui est associée qui joue ce rôle. Bien des années après, en traversant l'Atlantique, on trouve chez Parsons, finalement, une conception assez proche, même si elle est liée pour lui à la question du statut, puisque pour ce grand sociologue américain, le statut des personnes dans la société, eh bien, il dépend d'une évaluation morale, et finalement, ces sentiments moraux forment un cadre commun à l'ensemble de la société. Et au fond, ce qu'il y a de commun dans tout ça, me semble-t-il,
et qu'on peut retenir, c'est que, eh bien, finalement, dans ces conceptions, les valeurs sont en grande partie extérieures aux individus et, d'une certaine manière, s'imposent à eux. Alors, il y a évidemment une autre conception très, très différente, qui est plus individualiste et rationnelle, et bien entendu, c'est la grande tradition weberienne des valeurs, selon laquelle les faits sociaux s'expliquent et s'interprètent par le sens que les acteurs donnent à leurs actions, par le sens qui est visé par les agents. Et donc, dans ce cadre-là, les actions, bon, si on met de côté évidemment l'action affective ou l'action traditionnelle, les actions ont une rationalité, que ce soit par un but, les actions de type purement instrumental, ou par rapport à des valeurs. Et un sociologue français bien connu et malheureusement récemment décédé, Raymond Boudon, qui est d'ailleurs le fondateur du laboratoire dans lequel je travaille aujourd'hui, évidemment s'inscrit dans cette tradition de pensée lorsqu'il parle de rationalité axiologique et qu'il cherche à comprendre les bonnes raisons que les acteurs donnent à leurs actions. Alors, aux USA, dans des années 50 aux années 80 ou 70-80, il y a un certain nombre de recherches qui se sont développées de nature relativement empirique, mais qui s'inscrivent plutôt, me semble-t-il, dans cette tradition individualiste des valeurs. Et on peut prendre trois exemples de ces travaux, les travaux de Lazarsfeld, les travaux de Milton Rockich et ceux de Ronald Inglehart. Alors, un mot d'abord sur Lazarsfeld, bon, d'abord, il faut dire que c'est un sociologue américain donc, qui a joué un rôle très important dans la sociologie des enquêtes et la sociologie quantitative. Et, au fond, son objectif, c'est, je le cite, de développer une analyse empirique de l'action. Et pour lui, dans ce cadre-là, l'objet principal des sciences sociales, c'est bien de la compréhension des actions individuelles. Et, nous dit-il, ces motivations des acteurs, elles ne sont pas toujours présentes dans la conscience même des acteurs, et donc le sociologue doit en quelque sorte les reconstruire, et c'est ce que permet un certain nombre d'analyses statistiques, d'analyses multivariées qu'il introduit et qui permettent de révéler ces motivations sous-jacentes. Et bon, vous allez le voir, l'analyse des valeurs que je pratique aujourd'hui avec quelques autres collègues s'inscrit tout à fait dans cette tradition de Lazarsfeld. Alors, Milton Rockich, lui, s'inscrit plutôt dans un courant de psychologie sociale, mais qui cherche aussi à comprendre comment les valeurs orientent les individus dans l'expression de leurs préférences. Alors Rockich, lui, distingue des valeurs instrumentales, celles qui sont liées au mode de comportement, des valeurs qu'il appelle terminales, qui sont liées au but de l'existence. Mais ce qui est important, je pense, de retenir dans sa conception, c'est que là, il s'agit d'une conception universaliste des valeurs. C'est-à-dire, au fond, l'idée, c'est que tout individu possède les mêmes valeurs à différents degrés. Et aujourd'hui, il y a un sociologue israélien, Shalom Schwartz, qui prolonge un peu cette tradition d'une conception universaliste des valeurs. Schwartz a construit un modèle universel des valeurs humaines qu'il a testé dans une quarantaine de pays différents. Alors Ronald Inglehart, lui, c'est un politiste bien connu, politiste américain bien connu, qui a développé une thèse qui a été abondamment discutée, critiquée, etc., qui est la thèse du post-matérialisme. Et Inglehart, lui, il s'inspire d'une théorie des besoins, de la théorie des besoins de Maslow, en la combinant à une approche générationnelle. Alors, très, très brièvement et grossièrement résumé, son idée est la suivante. Les valeurs d'une génération, au fond, reflètent les conditions dans lesquelles les membres de cette génération
ont été élevés dans leur enfance. Et en accédant au bien-être matériel, c'est là qu'on retrouve la théorie des besoins de Maslow, en accédant au bien-être matériel, eh bien les nouvelles générations, en quelque sorte, reportent leurs aspirations de la sécurité économique, puisqu'au fond, de ce point de vue-là, ils sont satisfaits, vers des besoins non matériels, des valeurs que Engelhardt appelle des valeurs post-matérialistes, des valeurs de réalisation personnelle, etc. Alors, en France même, ces travaux, et je pense surtout la tradition de Lazarfeld, ont trouvé une passerelle à travers une figure de la sociologie française qui est Jean Stotzel. Alors, Jean Stotzel est un grand personnage de la sociologie française qui a été d'ailleurs titulaire au départ de la première chaire de psychologie sociale à la Sorbonne, qui est un sociologue assez éclectique, puisqu'il a été fondateur de l'IFOP aussi, un institut de sondage, et qui a été l'introducteur des méthodes de l'enquête sociologique en France, des méthodes modernes, des méthodes quantitatives de l'enquête sociologique en France. Et il s'inscrit tout à fait dans la tradition de Lazarfeld, puisque pour lui, une des fonctions décisives des sciences sociales, eh bien, c'est précisément de détecter les raisons des comportements qu'on pourrait spontanément concevoir comme précisément dépourvus de raison. Et c'est l'introducteur aussi des enquêtes sur les valeurs européennes, puisqu'il lance ce programme de recherche dans les années 70 avec des chercheurs belges et hollandais. Donc voilà, ça c'est un programme de recherche, et c'est sur ce matériel empirique que je vais m'appuyer pour vous présenter quelques résultats, donc, qui a été créé par un groupe de chercheurs européens qui ont créé donc, le European Value System Study Group dans les années 70, et Stotzel, au départ, faisait partie de ce groupe, donc avec l'idée de mesurer les valeurs des Européens, de suivre leur évolution dans le temps, et de mettre ces données à la disposition du débat politique et social. Voilà. Et donc, 4 vagues de ces enquêtes ont été réalisées jusqu'à présent en 1981, 90, 99 et 2008. Alors, donc on a essayé avec des collègues de mettre en œuvre, d'exploiter ces enquêtes. Alors, d'abord un mot sur ces enquêtes. L'idée, dans leur conception même, c'est bien de tenter de mettre à jour cette structure sous-jacente des valeurs dont parlait Lazarfeld. Et donc, ça suppose de poser un grand nombre de questions dans des domaines très variés et de mettre en relation des types d'attitudes qui révèlent des configurations particulières de valeurs. Donc ça suppose évidemment de faire passer des questionnaires qui sont longs. Souvent, ces questionnaires durent plus d'1 heure, avec des questions parfois relativement complexes et qui sont soumis à des échantillons représentatifs d'un nombre suffisamment important de personnes. C'est généralement des échantillons qui tournent autour de 1000 individus ou plus. Parce que l'idée, c'est évidemment, c'est bien d'essayer de détecter des régularités significatives. Alors, la vague 2008 de cette enquête, sur laquelle je vais m'appuyer principalement pour vous montrer quelques résultats, vous voyez, donc c'est un questionnaire qui comprend 140 questions. Et évidemment, on se dit, mais comment traiter un ensemble aussi vaste de données ? Voilà, si on se contente d'étudier des tris croisés entre chacune des variables, on ne va pas aller bien loin. Donc l'idée, c'est bien de chercher à détecter des corrélations significatives entre un assez grand nombre de variables qui constituent des sous-systèmes de valeurs, c'est-à-dire des orientations de valeurs qui semblent cohérentes dans un domaine donné. Alors, un exemple, la religiosité. C'est un score, une échelle de valeurs qu'on a construite à partir d'un ensemble de questions. Alors, vous voyez, là, vous avez à gauche des questions disponibles sur
les croyances, l'importance de Dieu dans la vie, la religion, la prière et le fait d'appartenir ou non à une organisation religieuse. Alors, sur cet ensemble de questions, on fait une analyse factorielle qui permet de détecter, au fond, les corrélations entre l'ensemble de ces questions et on essaye d'en analyser les résultats. Et ce qu'on constate, vous voyez, sur le petit tableau de droite qui présente les deux premiers facteurs de cette analyse factorielle qui explique une grande partie de la variation des attitudes, parce que vous voyez que le premier facteur explique 47% de la variance et le second 11%, c'est qu'on voit qu'il y a d'abord une dimension globale de la religiosité. On voit que toutes les attitudes qui sont ici reportées sur le tableau sont fortement corrélées avec le premier facteur. Donc ça veut dire qu'il y a bien une première dimension globale de la religiosité. Tous les individus qui croient dans une vie après la mort, ils ont tendance aussi plutôt à croire en un Dieu personnel, à pratiquer la religion, à prier, etc. Tout ça forme un tout relativement cohérent. Alors après, il y a le deuxième facteur qui apporte une nuance, puisqu'on voit qu'il oppose deux groupes d'attitudes, et en gros, on voit qu'il oppose ceux qui croient à Dieu et plutôt à un Dieu personnel et qui ont une pratique religieuse, à d'autres qui croient plutôt à ce qui relève de la mort ou de l'au-delà, qui ont des croyances relatives à la mort ou à l'au-delà. Et donc, on voit bien qu'à partir de cette analyse, il semble cohérent de créer deux scores, si on veut mesurer les attitudes religieuses, un score global de religiosité et puis un score d'orientation de cette religiosité, soit vers des croyances qui s'appuient plutôt sur la croyance dans un Dieu personnel et des croyances qui ont plutôt trait à l'après-mort et qui ne sont pas forcément liées à la croyance en un Dieu personnel. Voilà un exemple. Alors, on a pratiqué comme ça alors vous voyez que c'est un assez gros travail, parce qu'il faut faire ça sur l'ensemble des 140 questions du questionnaire, qui suppose aussi d'ailleurs évidemment de partir de domaines. On ne part pas au hasard, donc on part de domaines qui semblent a priori avoir une certaine cohérence. Bon, mais ça peut évidemment se discuter. Alors, intérêt et limites, quelques mots quand même sur l'intérêt et les limites de cette approche quantitative des valeurs. Parce qu'effectivement, ça peut sembler surprenant de traiter de manière quantitative les valeurs. Ça peut sembler un peu paradoxal. On se dit que peut-être il vaudrait mieux, pour traiter de la question des valeurs, employer des méthodes qualitatives, avoir des entretiens qualitatifs, des entretiens approfondis, non directifs ou semi-directifs. Bon, d'abord, l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, je veux dire, les méthodes ne s'opposent pas, elles se complètent. Mais là, effectivement, on a privilégié une approche quantitative. Alors, d'abord, quand même, il faut dire que quantitatif ne signifie pas obligatoirement question rudimentaire. Les questions qu'on pose dans un questionnaire de ce type peuvent être relativement complexes et sophistiquées. Alors, un exemple, voilà une série de questions sur les rôles sexués. Vous voyez qu'il y a des questions assez précises qui décrivent des situations différentes, mais toutes liées au rôle sexué, sur le fait de savoir si une mère qui travaille peut avoir malgré tout des bonnes relations avec ses enfants, le fait de savoir si, pour les femmes, ce qui compte vraiment, c'est plutôt de travailler ou d'être au foyer, de s'occuper de ses enfants, des questions sur le partage des rôles entre le mari et la femme dans le couple, etc. Bon. Donc vous voyez que les questions peuvent être assez précises, assez documentées et explorer des aspects assez fins des valeurs et des comportements. Alors, il y a un deuxième attrait des enquêtes qualitatives, évidemment, c'est qu'elles permettent de mettre à jour des régularités.
notamment à partir de ces méthodes d'analyse multivariée dont je vous montrerai quelques exemples après. Ça, évidemment, les enquêtes qualitatives ne permettent pas de le faire. Elles gagnent en finesse, mais elles perdent en capacité de généralisation. Voilà. Alors évidemment, l'idéal, c'est de marier les deux méthodes. Alors, les limites. Les limites, d'abord, il y a une limite qui est importante dans ces enquêtes, c'est qu'évidemment, en quelque sorte, on a un cadre préfixé, qui est le cadre du questionnaire qu'on pose aux personnes, et qui, comme vous l'avez vu sur certains exemples, est assez précis. C'est un cadre préfixé et qui, évidemment, correspond dans une large mesure aux valeurs, précisément, qui prévalent dans une société donnée à un moment donné de son histoire. Et c'est assez amusant de regarder l'histoire des questionnaires des enquêtes de valeur. On voit que ces questionnaires, au fond, ils ont évolué dans le temps. Il y a certaines questions qui ont été abandonnées, d'autres questions qui étaient introduites, et on pourrait presque faire une histoire des valeurs en faisant l'histoire des questionnaires. Bon. Et alors il y a une autre limite liée à ce cadre préfixé des questionnaires, évidemment, c'est que, notamment dans les enquêtes valeurs européennes, ce cadre préfixé, il a été déterminé par des chercheurs de l'Europe de l'Ouest qui, évidemment, étaient imprégnés des valeurs de l'Europe de l'Ouest. Et ensuite, ce questionnaire, il a été étendu à d'autres pays, notamment des pays de l'Europe de l'Est et de l'Europe orientale. Il a même été étendu par Engelhardt à l'ensemble du monde. Et on peut se dire qu'au fond, ce que montrent alors les résultats, c'est à quel point ces autres cultures présentent un écart par rapport aux valeurs de l'Europe de l'Ouest. Mais peut-être, je n'en sais rien, mais peut-être qu'on n'arrive pas à capter ce qui fait la véritable spécificité de leurs valeurs. Vous voyez, donc ça, c'est aussi probablement une limite de ces enquêtes. Une dernière limite, évidemment, qui est importante aussi, c'est qu'il y a une part assez importante, malgré tout, d'interprétation. Vous me direz, c'est le cas de toute enquête sociologique, bien sûr, et également, probablement, des enquêtes qualitatives. Mais là, c'est peut-être un peu plus fort. Il y a une part d'interprétation du sens effectif que les acteurs mettent derrière la réponse à une question fermée. Ce n'est pas évident de l'interpréter. Évidemment, ça, c'est un peu aussi le parti pris du chercheur. Par exemple, je vous donne un exemple. Comment interpréter le fait que 80% des Français déclarent que, entre guillemets, ce serait une bonne chose qu'on respecte davantage l'autorité. 80% des Français disent ça aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs paraît un peu surprenant, hein, puisqu'on dit tout le temps dans les médias, partout, que l'autorité fout le camp, il n'y a plus d'autorité, etc. Bon, alors c'est peut-être lié à ça, peut-être. Voilà. Mais comment l'interpréter, hein? Est-ce que cette demande a trait à la vie privée? Est-ce qu'elle a trait à la vie publique? Est-ce qu'elle a trait à l'organisation politique? Est-ce qu'il s'agit, cette demande d'autorité, est-ce qu'il s'agit d'une autorité négociée, d'une autorité tutélaire, etc. Il y a beaucoup, évidemment, d'interprétations possibles de ce résultat. Alors évidemment, ce qui nous aide, c'est que généralement, on n'étudie pas la réponse à une question prise isolément. Et précisément, le type de travail qu'on cherche à faire, c'est d'étudier les corrélations entre les ensembles de questions. Et ça, évidemment, ça aide pour l'interprétation. Alors, donc avec Yannick Lemel, on a un de mes collègues avec lequel on a pas mal travaillé sur ces questions. On a voulu donc entreprendre une étude assez systématique de la structure des valeurs et de leur évolution. Et donc, on a fait ce gros travail d'organisation de départ pour pouvoir traiter ce matériau très important. Et donc, pour ce faire, on a utilisé donc des méthodes classiques d'analyse multivariée qui, donc, si vous voulez, consistent à calculer l'ensemble des corrélations entre l'ensemble de ces variables et à réduire l'information apportée par ces corrélations
à un nombre minimal de facteurs, de ce qu'on appelle des facteurs, qui résument au mieux l'ensemble de l'information que permet de dégager ces analyses. Et donc, pour que l'information puisse être standardisée en quelque sorte de cette manière, il est évidemment préférable de disposer de variables continues ou ordinales. C'est évidemment beaucoup plus facile à traiter d'un point de vue statistique si on dispose de variables continues ou ordinales plutôt que de variables nominales. Et au départ, dans un questionnaire, on a plutôt des variables nominales, même si, bien souvent, les réponses sont sous forme d'échelle, de plus important à moins important, etc. Bon. Donc ça demande un travail de préparation assez important pour construire des espèces de scores qui nous donnent le degré auquel, qui va nous indiquer le degré auquel les individus adhèrent ou non à un type de valeur. Et donc, on a fait un gros travail avec le MEL pour construire ces scores et les valider. Alors, je vous montre rapidement la liste, mais enfin, je m'aperçois que ça va quand même vite, donc je ne vais pas m'attarder sur la liste des scores. Je vais essayer d'aller au résultat, mais vous avez la liste des scores ici, donc voilà, la religiosité, on en a déjà parlé, l'adhésion, par exemple, aux normes de morale privée, l'adhésion aux normes de morale publique, parce qu'il y a tout un ensemble de questions sur les normes, mais précisément, l'analyse préalable qu'on a faite montre que les attitudes sont assez différentes, les attitudes des Européens sont assez différentes lorsqu'on considère les normes de la morale privée, c'est-à-dire ce qui concerne la vie privée, je ne sais pas moi, la question sur l'avortement, sur la fidélité, voilà, des questions de ce type, et des questions qui concernent la morale publique, ou si vous voulez, le civisme. Par exemple, est-ce qu'on peut plus ou moins frauder le fisc, est-ce qu'on peut ne pas payer son billet dans le train, voilà. C'est deux domaines de normes qui sont un peu distincts, même si, bien sûr, il y a une norme générale de permissivité, on va dire, mais malgré tout, il y a deux domaines assez distincts, morale privée, morale publique. Bon, voilà. Il y a plein d'autres scores qui ont été construits. Rejet des voisins, par exemple, au fond, c'est un indicateur de tolérance, j'aurais pu mettre plutôt tolérance. C'est des questions assez intéressantes dans l'enquête de valeur où on demande aux personnes est-ce que vous accepteriez d'avoir pour voisin tel type de personne? Et on leur présente une liste de personnes plutôt déviantes. Voilà, des alcooliques, plutôt déviantes ou qui présentent des caractéristiques qui ne sont pas celles de la population majoritaire. Bon, voilà, des étrangers, etc. Bon, des gens qui ont un casier judiciaire. Voilà. Et on demande est-ce que vous accepteriez ou non d'avoir telle ou telle personne, tel type de voisin. Bon, voilà. Et donc, voilà, on voit que les réponses se distribuent sur un spectre assez large. Adhésion. Alors ça, c'est très important, on va le voir, adhésion à la stabilité des rôles familiaux. Vous l'avez vu, je vais les montrer rapidement tout à l'heure. Il y a tout un ensemble de questions sur les rôles sexués. Bon, ça fait écho à des débats aujourd'hui dans la société française. Tout un ensemble de questions sur les rôles sexués. Voilà. Et donc ça permet de construire un score, une échelle sur cela. Bon. Importance du travail, adhésion au caractère normatif du travail. Est-ce que le travail est considéré comme une norme ou non? Adhésion à l'économie de marché. Il y a tout un ensemble de questions sur la concurrence, sur la responsabilité individuelle dans l'organisation de l'économie. Voilà. Ça permet de construire un score assez cohérent d'adhésion à l'économie de marché. Acceptation des immigrés. Ça, c'est de nouvelles questions qui ont été introduites dans les dernières enquêtes. Adhésion aux valeurs environnementales, donc, c'est-à-dire à l'idée que l'intervention de l'homme sur la nature est une mauvaise chose. Ça aussi, c'est des questions qui ont été introduites récemment. Voilà quelques exemples. Alors, maintenant, quelques résultats. Il y en a trois que je voulais présenter. Je ne sais pas si j'aurai le temps de présenter les trois. Maintien des valeurs traditionnelles. Et encore une fois, là, ça fait écho
à des débats en cours dans la société française aujourd'hui, ce que j'appelle la permanence des différences, c'est-à-dire le fait que, vous voulez, que, mais ça je sauterai peut-être parce qu'on n'aura pas le temps, le fait que, au fond, les écarts sur le plan des valeurs entre les sociétés nationales restent à peu près constants. C'est-à-dire lorsqu'on étudie l'évolution des valeurs, on voit qu'il y a effectivement une translation des valeurs, mais une permanence des différences entre les pays. C'est-à-dire tous les pays évoluent à peu près dans le même sens, mais les écarts de valeurs entre eux n'ont pas tendance à se réduire. Et finalement, la détermination nationale des valeurs reste quelque chose d'extrêmement puissant. Voilà. Donc, l'Europe des valeurs, sans doute existe-t-elle, parce que, évidemment, si on compare les pays, par exemple, si on compare avec les World Values Survey l'ensemble des pays européens et qu'on les compare, par exemple, aux États-Unis, on voit qu'il y a une cohérence des valeurs européennes par rapport à ce que seraient les valeurs américaines, mais à l'intérieur de l'Europe, il y a malgré tout des écarts extrêmement importants entre les différents pays européens. Et puis, troisième point, l'effet de l'affiliation religieuse, parce que ça, c'est un résultat assez fort de ces enquêtes, c'est de montrer que l'affiliation religieuse, le fait de se déclarer catholique, protestant, musulman ou sans religion, eh bien, c'est une variable qui exerce un effet très puissant sur l'orientation des valeurs. Donc cet effet religieux, dont dans un pays comme la France, on ne parle pas trop, parce qu'on est un pays extrêmement sécularisé, cet effet religieux, à l'échelle de l'Europe, bien sûr, exerce un effet très, très puissant. Alors d'abord, le maintien des valeurs traditionnelles. Alors, je vous montre d'abord, donc, mais malheureusement, ça va être peut-être difficile à lire, mais ce n'est pas grave, je vais vous le commenter, le résultat donc, de cette analyse factorielle qui est réalisée sur l'ensemble des 26 scores que je vous ai très brièvement présentés tout à l'heure. Et donc, cette analyse factorielle nous montre finalement deux axes qui se dégagent assez clairement. Il y a un premier axe, c'est l'axe horizontal, qui est au fond un axe précisément de tradition, de traditionnalisme, on va dire. Il oppose à gauche les Européens qui adhèrent à ces valeurs traditionnelles, alors, notamment dans le domaine des rôles sexués. Vous voyez, il y a le score femmes au foyer, le score stabilité des rôles sexués, dans le domaine aussi des rapports intergénérationnels, solidarité intergénérationnelle, adhésion à une forte solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des obligations réciproques entre les générations, et puis qui adhère aussi très fortement à des normes fortes dans le domaine de la morale privée. Voilà, il faut respecter un certain nombre de règles dans la vie privée, des règles qui sont transmises de génération en génération. Ce sont aussi évidemment des Européens plus religieux et aussi, ça c'est peut-être plus compliqué à expliquer, qui ont une certaine tendance à critiquer la démocratie et qui adhèrent peut-être plus volontiers à des conceptions relativement autoritaires en matière politique. Et puis évidemment, à droite, on a les Européens qui ont les traits inverses, qui sont aussi, vous voyez, les Européens qui adhèrent plutôt à une conception protestataire de l'engagement politique. Ça va être des gens qui vont plutôt manifester, faire grève, etc. Et ils adhèrent un petit peu aussi aux valeurs environnementales et à des valeurs cosmopolites, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt ouverts sur le monde que rétrécis sur leur horizon local ou même national. Et puis on a un axe horizontal que j'ai appelé un axe d'intégration. Pourquoi ? Parce que vous voyez qu'en bas, on a des types d'Européens qui sont caractérisés à la fois par la confiance. Ils ont confiance dans les institutions, ils ont confiance dans les autres, ils adhèrent aussi à l'autorité, ils adhèrent aux valeurs d'autorité, mais ils ont confiance et ils sont très intégrés dans la vie de la cité puisqu'ils ont une forte participation associative et ils sont plutôt très politisés. Voilà. Et puis, bon, alors, en haut, on a
Européens qui ont les traits inverses et qui sont aussi beaucoup plus individualistes et inciviques. Donc on a véritablement là une opposition sur un axe d'intégration et de participation à la société. Alors, voilà comment se distribue en rouge l'échelle de traditionnalisme. C'est intéressant parce qu'on voit que... Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est à l'échelle de l'ensemble du continent européen, c'est-à-dire 45 pays qui vont de l'Europe communautaire jusqu'à l'extrémité orientale de l'Europe, y compris la Turquie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, dont l'appartenance au cœur des valeurs européennes peut être discutée. Bon, mais ça, ce n'est pas l'objet de cet exposé. Donc, vous voyez qu'il y a une distribution très homogène, finalement, de ce score de traditionnalisme qui a été construit à partir du premier axe de cette analyse factorielle. C'est-à-dire que vous voyez que c'est presque une distribution normale, la distribution normale, c'est le trait noir, c'est presque une distribution normale, c'est-à-dire, au fond, les Européens se distribuent de façon assez bien équilibrée entre, disons, des Européens traditionnalistes et des Européens qui, au contraire, adhèrent plutôt à des valeurs d'autonomie. Il n'y a pas simplement une petite partie des Européens qui seraient ultranationalistes et tous les autres qui le seraient moyennement. Bien. Donc voilà, ça c'est un premier résultat fort, c'est que lorsque on examine de manière systématique les valeurs des Européens, au fond la première opposition qui ressort, c'est celle qui oppose des Européens plutôt traditionnalistes à des Européens qui mettent en avant plutôt des valeurs d'autonomie personnelle. Alors, c'est intéressant parce que c'est un résultat d'abord qui contredit tout à fait les prévisions des théoriciens de la modernisation des années 50 et 60, des sociologues comme Parson, Lerner, Hagenstadt ou Inkeles, qui concevaient d'abord ils concevaient la modernisation comme un processus qui était uniquement occidental, et donc avec l'idée que les sociétés non occidentales ne pouvaient que suivre ce mouvement et abandonner peu à peu leur culture traditionnelle pour rejoindre ce mouvement de modernisation. Bon, ça c'est évidemment une conception très simpliste qui a été contredite par les faits. D'abord parce que dans ces sociétés traditionnelles, on s'aperçoit que leur évolution ne suit pas du tout cette pente linéaire et homogène, et que ces sociétés traditionnelles peuvent tout à fait évoluer vers des valeurs réputées modernes dans certains domaines de valeurs, notamment l'économie, tout en conservant des valeurs réputées traditionnelles dans d'autres domaines, par exemple les mœurs. J'avais fait une petite étude sur le Maroc et les valeurs marocaines à partir du World Value Survey. On voyait tout à fait ça. Les Marocains adhéraient à la fois à un cocktail assez étonnant de valeurs traditionnelles dans le domaine privé et de valeurs modernes, en adhérant assez largement, par exemple, modernes, entre guillemets, réputées modernes en tous les cas, en adhérant par exemple aux valeurs de l'économie de marché. Et puis, dans les sociétés occidentales elles-mêmes, eh bien, la modernisation, n'a pas conduit à une convergence autour des valeurs modernes qui aurait abouti à effacer presque complètement les valeurs, le pôle traditionnel des valeurs. On voit bien que cette opposition entre valeurs modernes et valeurs traditionnelles reste structurante et que cette opposition sépare moins des sociétés entre elles qu'elle introduit finalement des clivages à l'intérieur de chaque société, y compris des sociétés réputées modernes. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qu'on entend par valeur traditionnelle ? Alors si on suit Weber et ses définitions des différentes formes de légitimité, la légitimité traditionnelle, je crois qu'on peut dire qu'elle se fonde essentiellement sur la valeur du passé en tant que telle. Au fond, les valeurs traditionnelles elles sont d'abord légitimées par le passé.
Et d'une certaine manière, le fait qu'elles aient été reconnues comme valides dans le passé suffit à les faire admettre comme valides pour le présent. C'est Edward Shields qui parle de unthinking acceptance of a belief. Donc, le respect de la tradition, eh bien, il se manifeste par la croyance au caractère sacré des coutumes qui organisent la vie sociale et qui sont transmises par le passé, et aussi par la croyance dans la légitimité de ceux qui sont chargés de transmettre ces valeurs. Et il me semble que la plupart des échelles qui sont corrélées fortement au premier facteur peuvent s'interpréter selon cette problématique du respect du passé et de la tradition. Bon, l'adhésion à l'autorité, évidemment, on peut l'interpréter comme l'attachement à la stabilité des cadres sociaux et la croyance dans la légitimité des personnes qui sont chargées de transmettre ces valeurs. Alors ensuite, vous voyez qu'on a un bloc, femmes au foyer, stabilité des rôles sexués, continuité intergénérationnelle. Donc là, on voit bien qu'il y a valorisation de la stabilité, de la hiérarchie des rôles familiaux, respect dû aux parents et aux valeurs qu'ils transmettent, et puis maintien d'un attachement à des rôles sexués différenciés. Morale privée, bon, eh bien c'est le souhait que des règles morales qui régissent la vie quotidienne, effectivement, continuent d'être respectées aujourd'hui comme elles l'ont été hier, et donc c'est un rejet en quelque sorte du relativisme moral. Religiosité, eh bien, évidemment, la religion, c'est peut-être la meilleure manière, la plus efficace de sacraliser cette référence au passé et l'autorité de la tradition. Et caractère normatif du travail, eh bien, là encore, c'est l'idée que le travail n'est pas un choix, mais une norme qui est transmise de génération en génération. Bon. Alors, adhésion à un système politique autoritaire et rejet des voisins, là, c'est quelque chose d'un peu différent qu'on peut moins facilement interpréter comme un attachement à la tradition. Alors, évidemment, ce maintien d'un clivage des valeurs autour de la tradition, ça ne signifie pas du tout, il ne faut pas faire de contresens, que les valeurs traditionnelles restent dominantes. En réalité, non. Elles reculent, même si l'opposition entre tradition et autonomie est le facteur structurant qui organise les valeurs. En réalité, en évolution, ces valeurs traditionnelles, elles reculent. Voilà, le score standardisé de traditionnalisme qu'on peut construire pour la France, vous voyez qu'il a chuté assez fortement de 80 à 99, après une stabilisation, de 99 à 2008. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ce recul, il n'est pas homogène selon les classes d'âge et qu'il n'est pas général. Vous voyez qu'il y a, ça c'est très intéressant, vous voyez qu'il y a un mouvement de convergence générationnelle autour des valeurs. Vous avez là l'évolution, sur ce petit graphique, vous avez l'évolution du score, de ce même score de traditionnalisme selon l'âge. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, évidemment, plus on est jeune, moins on adhère au traditionnalisme. Ce n'est pas très, très surprenant. Mais on voit qu'il y a plutôt une remontée de ces valeurs traditionnelles chez les jeunes par rapport au départ, par rapport à 81. Comme si, en quelque sorte, on était retourné à l'étiage. Il y avait évidemment, ces enquêtes, elles n'ont pas eu lieu dans les années 60-70, où probablement ce rejet des valeurs traditionnelles était le plus fort dans les jeunes générations. Mais on voit qu'il y a une sorte de retour à l'étiage et que par contre, ces valeurs traditionnelles ont très fortement décliné dans les classes d'âge plus âgées. Ce qui fait que maintenant, on a une convergence générationnelle autour des valeurs qui est assez spectaculaire et qui est un résultat quand même assez significatif. Vous voyez, et c'est un type de résultat que permet évidemment ce genre d'enquête. Ça, on n'aurait pas pu le voir, évidemment, avec des enquêtes qualitatives. C'est intéressant, donc, ce mouvement de convergence générationnelle, et au fond, qui fait qu'aujourd'hui, mais on en a un peu l'intuition, aujourd'hui, entre une personne de 18 ans et une personne de 50, voire de 60 ans, au fond, le gap sur les valeurs, il est assez faible, alors qu'il était probablement très élevé dans les années 60.
probablement parce que les gens de 50 ans ou 60 ans aujourd'hui, ce sont précisément ces anciens jeunes des années 60, et qu'ils ont gardé quand même quelque chose de leur ethos un peu contestataire. Voilà. Même s'ils ont abandonné ces normes anti-institutionnelles et anti-autoritaires, ils ont gardé l'idée que cette idée qui forme aujourd'hui d'ailleurs le cœur des valeurs en Europe, c'est-à-dire cette idée d'individualisation des valeurs, c'est-à-dire l'idée que chacun, dans sa vie privée, tout au moins, doit être libre d'organiser sa vie comme il l'entend, indépendamment des idéologies et des institutions qui voudraient la réguler. Ça, c'est une idée qui s'est imposée à tous, pour ainsi dire, et qui explique en grande partie cette convergence des valeurs. Alors, en même temps, c'est assez ambigu et ambivalent, parce qu'on voit aussi dans le même temps remonter certaines de ces valeurs traditionnelles. Et c'est notamment spectaculaire en ce qui concerne la valeur d'autorité. Vous voyez que cette valeur d'autorité, alors là c'est aussi l'évolution de cette valeur d'autorité selon l'âge, et vous voyez qu'elle a remonté de façon spectaculaire chez les jeunes notamment. Ce qui d'ailleurs apporte un démenti assez flagrant aux interprétations selon lesquelles le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est un problème d'autorité. Bon, alors évidemment, ça ce sont des moyennes. Et il y a tout le débat aussi sur moyenne et dispersion autour de la moyenne, évidemment. Mais, si vous voulez, l'évolution moyenne des valeurs des jeunes, eh bien, ça va plutôt dans le sens de la revendication ou l'adhésion, en tous les cas, plus forte, de plus en plus forte, à des valeurs d'autorité. Dans les autres classes d'âge, vous voyez que c'est resté à peu près stable, mais là aussi, on a une convergence générationnelle autour de l'adhésion à ces valeurs d'autorité. Alors après, il faut interpréter ça, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette demande d'autorité? Et c'est tout un débat. J'en dirai peut-être un mot en conclusion. Voilà. Alors, ce qu'on voit aussi, si vous voulez, c'est que l'importance de ces valeurs traditionnelles, elle est extrêmement variable selon les pays. Alors là, vous avez c'est toujours la même analyse factorielle, mais là, sur les deux axes, donc l'axe horizontal qui va des traditionalistes, on va dire, qui sont à l'extrême gauche, et des modernes, on va dire, entre guillemets, qui sont à l'extrême droite, et puis des Européens très intégrés qui sont en bas, et des Européens les moins intégrés qui sont en haut. Sur ce plan, on a donc projeté les pays. Voilà. Comment se situent en moyenne les pays. Et on voit qu'on a 4 groupes de pays assez différents. On a d'abord ici un groupe en bas, à droite, qui rassemble les pays nordiques, qui sont donc à la fois très éloignés des valeurs traditionnelles et en même temps très intégrés. Bon, ils ont toutes les qualités, ces nordiques, ils sont absolument formidables. Un peu au-dessus, on a au fond ce qu'on pourrait appeler le centre-Europe. Le centre-Europe, voilà, qui donc réunit la France, la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Autriche, bon, la Slovénie, l'Irlande s'est un peu rapprochée de ce groupe-là. Et l'Espagne. L'Espagne, c'est intéressant, parce que l'Espagne est un des pays qui, en Europe, a le plus profondément évolué, probablement, dans l'univers des valeurs, qui s'est totalement détaché du groupe méditerranéen des valeurs, qui était évidemment un univers extrêmement traditionnel. L'Espagne a évolué vers la modernité à une vitesse absolument fulgurante et donc a rejoint aujourd'hui ce centre de l'Europe qui est donc presque aussi éloigné des valeurs traditionnelles que les Nordiques, mais assez nettement moins bien intégré à la vie sociale. Alors, tout en haut, là, on a un gros groupe qui rassemble en gros à peu près tous les pays de l'Est, qui sont donc en position intermédiaire, mais quand même plutôt traditionnalistes, et par contre, qui ont des scores très faibles sur le plan de l'intégration sociale. Et puis, on a un groupe intéressant qui est celui de l'Europe orientale, qui sont à la fois des pays
ultra-traditionnalistes, notamment la Turquie, et en même temps relativement bien intégrés ou même très intégrés. Voilà. Donc ils se distinguent très fortement ils se distinguent très nettement des pays de l'Est. Donc vous voyez qu'on a des positions très différentes dans l'univers des valeurs des différents pays. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré tout, malgré cette position différente, la structure des valeurs reste la même à peu près dans chacun d'eux. Là, vous avez la distribution de cet indicateur de traditionnalisme dans chacun des groupes de pays. Donc, les pays d'Europe orientale, c'est la courbe mauve, les pays de l'Est de l'Europe, c'est la courbe grise, les pays du centre-Europe, la courbe verte, et les pays nordiques, c'est la courbe bleue. Vous voyez que la distribution est à peu près la même. Alors évidemment, c'est les effectifs donc, qui sont en ordonnée, donc évidemment, il y a certains groupes qui ont beaucoup plus importance d'effectifs que d'autres, mais la distribution est relativement homogène et la même dans chacun des pays. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces groupes de pays diffèrent moins par le degré d'ultra-traditionnalisme. Vous voyez qu'ils sont au fond très proches sur l'extrémité droite de la courbe, et que par contre ils diffèrent beaucoup sur le degré d'éloignement du traditionnalisme. Vous voyez que là, la dispersion, et finalement, la dispersion est beaucoup plus forte dans, par exemple, les pays nordiques qu'elle ne l'est dans les pays d'Europe orientale. Au fond, dans les pays d'Europe orientale, la distribution est assez resserrée autour de valeurs traditionnelles, alors que dans les pays d'Europe de l'Ouest ou d'Europe nordique, disons, le clivage à l'intérieur de la société est beaucoup plus marqué. Bien, alors, bon, je passe là-dessus parce que je n'ai pas le temps. Alors, effet de l'affiliation religieuse. Ça, c'est un résultat, je trouve, assez intéressant, parce qu'au fond, lorsqu'on cherche à expliquer ensuite quels sont les facteurs qui font que l'on adhère plus ou moins au traditionnalisme, ou qui font que l'on est plus ou moins intégré, qu'est-ce qu'on voit comme facteur? Le premier facteur, très fort, c'est l'appartenance nationale. L'appartenance nationale, bon, et on l'a bien vu dans les courbes, dans les graphiques précédents, l'appartenance nationale continue à différencier. Et je dis l'appartenance nationale à autres caractéristiques contrôlées, c'est-à-dire en contrôlant aussi le statut social, par exemple, des individus, leur sexe, leur âge, des variables de ce type. Voilà. Donc, voilà, le facteur national reste premier. Mais ensuite, le deuxième facteur qui intervient, c'est le facteur de l'appartenance religieuse. Alors ça, c'est intéressant. Alors, évidemment, ce n'est pas très surprenant en ce qui concerne le premier facteur. Ce n'est même pas surprenant du tout en ce qui concerne le premier facteur, c'est-à-dire le facteur de traditionnalisme. Le fait que les gens qui soient affiliés religieusement adhèrent plus à des valeurs traditionnelles que ceux qui ne le sont pas, ce n'est pas pour nous surprendre beaucoup. Par contre, c'est plus intéressant et plus surprenant en ce qui concerne le facteur d'intégration. Parce que là aussi, l'affiliation religieuse exerce un effet important. Zut, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, il y a un effet donc, favorable de l'appartenance religieuse sur le degré d'intégration. Alors, avec un effet positif qui est marqué et par ordre décroissant, lié à l'appartenance à la religion musulmane. Voilà. Donc, le fait d'appartenir à la religion musulmane en tant que tel et en contrôlant l'effet pays est un facteur d'intégration. C'est un résultat intéressant. Il y a un effet protestant aussi, qui est moins fort, mais réel, et un effet catholique, mais qui est faible. Et par contre, on a un effet négatif, alors de l'affiliation orthodoxe, mais un effet assez faible. Bon, je vous l'avoue, dans l'incapacité de l'expliquer. Voilà. Et l'absence d'affiliation religieuse joue fortement sur le degré d'intégration.
Et ces résultats se vérifient dans toutes les aires culturelles, avec quand même une nuance, c'est-à-dire que l'effet catholique ou protestant est par contre faible ou inexistant dans les pays d'Europe de l'Ouest. Par contre, l'effet musulman se vérifie quel que soit le contexte national. Alors évidemment, ce résultat il fait penser aux travaux de Durkheim sur la religion et son effet intégrateur. Vous connaissez ces fameux travaux de Durkheim sur l'effet intégrateur de la religion. Au fond, alors, je dis, voilà, est-ce que cet effet se maintient aujourd'hui en Europe? Alors en fait, la réponse, elle est nuancée, parce qu'évidemment, les résultats que je vous ai présentés dans la vue précédente sont assez grossiers, et on a construit un indicateur d'intégration, mais qui est un indicateur composite, qui est composé de différentes variables qui sont liées entre elles, mais évidemment à des degrés divers. Et donc, il est intéressant de regarder plus précisément comment l'intégration est liée à chacun de ces facteurs qui composent l'indicateur d'intégration, de ces variables qui composent l'indicateur d'intégration. Alors, voilà le résultat qui vous montre donc pour chacun des scores qui est le plus corrélé à ce facteur d'intégration, quelle est la valeur moyenne que prend ce score selon qu'on est affilié à une religion ou qu'on n'est pas affilié à une religion. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les affiliés religieux adhèrent beaucoup plus aux cadres sociaux et aux normes institutionnelles et qu'ils sont moins individualistes. Vous voyez, ils ont des scores élevés sur la confiance dans les institutions, l'adhésion à l'autorité. Ils ne sont pas individualistes, ils sont civiques. Bien sûr, ils sont impliqués dans les institutions religieuses, ça va de soi. Mais alors, les non-affiliés, ils ont les caractéristiques inverses, mais ils ont aussi la caractéristique d'être plus ouverts sur les autres et plus participatifs. Donc, c'est au fond un autre versant un peu de l'intégration. Vous voyez qu'ils ont plus confiance dans les autres, ils sont plus politisés, ils participent plus aux associations. Donc, au fond, on se dit qu'il y a peut-être deux versants de l'intégration. Un versant qui met l'accent plutôt sur les normes et les institutions, et là, c'est plutôt les affiliés religieux qui adhèrent à cette version de l'intégration, et puis un versant qui met plutôt l'accent sur la participation sociale, la participation à la vie de la cité, et là, ce sont plus les sans religion qui sont concernés. Alors, on peut sophistiquer encore un peu et regarder la variation de ces scores, cette fois en fonction du type d'affiliation religieuse, protestants, catholiques, musulmans. Alors, les protestants, vous voyez qu'ils se distinguent quand même très nettement des autres par disons un taux de participation sociale et de civisme et de confiance qui est très élevé. Voilà. Donc là, il y a un effet fort et général du protestantisme sur l'intégration dans à peu près tous ces aspects. Ensuite, on voit que les catholiques, eux, au fond, il n'y a pas beaucoup d'effets. Ils ne se distinguent pas beaucoup de la moyenne, même si ils sont plutôt en retrait sur la confiance et l'altruisme. Et les musulmans, alors eux, ils ont un effet fort, mais sur le versant précisément normatif et institutionnel de l'intégration. Et par contre, ils sont en retrait au niveau de la participation sociale et de la confiance. Alors, pour finir peut-être, un mot, puisque quand même ce séminaire est organisé autour du travail et des valeurs du travail. Donc Pierre Michel m'a demandé de regarder un peu qu'est-ce qui se passait concernant les valeurs du travail. Alors d'abord, si j'en ai pas parlé, c'est parce que ces valeurs du travail et plus généralement les valeurs économiques, si vous voulez,
ne sont pas structurantes de l'organisation des valeurs, du moins dans les premiers facteurs des analyses factorielles qu'on peut faire. Voilà. Ce sont pas, c'est d'ailleurs assez étonnant parce que ce sont des thèmes qui sont très fortement en débat dans la vie sociale et politique dans l'Europe entière, mais en fait, il n'y a pas, semble-t-il, de très fort dissensus entre les Européens sur ces matières. Les dissensus se font plus, vous l'avez vu, sur la question des mœurs, finalement, sur la question des mœurs que sur les questions économiques. Mais alors, quand même, j'ai regardé et on voit quand même des choses intéressantes. Alors, j'ai regardé, si vous voulez, la variation des scores de deux variables, l'une qui concerne la norme du travail et l'autre qui concerne le libéralisme économique. Et les résultats sont assez intéressants parce qu'on voit un espèce d'effet paradoxal du protestantisme, enfin paradoxal apparemment, puisque ces protestants, vous voyez qu'ils adhèrent, ce sont les plus en phase avec l'économie de marché, ce sont ceux qui adhèrent le plus nettement aux valeurs de l'économie de marché, mais en même temps, ils sont très éloignés des valeurs du travail normatif. Donc voilà, on a l'impression qu'ils ont un peu répudié cette éthos du travail dont parlait Max Weber et qui faisait le succès et le lien entre protestantisme et capitalisme au premier moment de son développement. Eh bien, cette conjonction miraculeuse de l'éthos du travail et du capitalisme, elle semble s'être un peu dissoute chez les protestants. Et au fond, ce sont plutôt aujourd'hui les musulmans qui semblent adhérer à cette idée du travail comme une vocation, la Beruf de Luther. Mais eux, par contre, ils restent relativement éloignés des valeurs, ces musulmans, des valeurs du libéralisme économique. Bon, alors, évidemment, le capitalisme tel que l'analysait Max Weber n'a plus grand-chose à voir avec le capitalisme qui fonctionne aujourd'hui. Et peut-être qu'on peut se dire, mais tout ça, c'est vraiment des spéculations, peut-être peut-on se dire que l'individualisation de l'engagement dans le travail est peut-être plus compatible aujourd'hui avec les exigences de ce nouveau capitalisme que l'était l'idée d'un travail comme une obligation éthique. Au fond, aujourd'hui, il faut être flexible, adaptable, et les modèles de carrière linéaires dans lesquels les individus s'identifient pour la vie à une entreprise, à un type de travail, ces modèles-là sont peut-être obsolètes. Et donc, au fond, peut-être que les protestants sont-ils très bien adaptés à ce nouveau modèle du capitalisme. Et peut-être que les musulmans le sont aussi, parce que, évidemment, musulmans et protestants ne sont pas distribués de façon aléatoire dans les univers de travail et les types d'économie. Les musulmans, d'abord, ils ne sont pas distribués de la même manière dans les types de professions et dans les types de capitalisme aussi. Les musulmans, ils sont très présents en Turquie, par exemple, et là, évidemment, l'éthos du travail probablement est un facteur très favorable au développement de ce type de capitalisme. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. J'avais des conclusions, mais je crois que je n'ai pas le temps d'en parler. Merci. Merci Olivier. On n'a plus beaucoup de temps pour les questions. Je voulais juste peut-être en poser une seule. Au fond, d'ailleurs, tu as dit mœurs versus action économique. Les réformes de société actuelles sont de bons objets pour tes analyses de valeur. Les réformes économiques ou structurelles sont des objets plus incertains. Ma question, c'était, est-ce que ce type d'outil, dont on voit bien qu'il peut être relié, c'était par hasard si Stutzel avait créé l'IFOP, il est lié aussi à la technique du sondage, au questionnement des individus sur la structuration de leur comportement. Est-ce qu'il s'applique, à quel domaine s'applique-t-il en dehors de la recherche? Est-ce qu'il s'applique à la politique publique? Par exemple, quand on fait des enquêtes sur
la réaction des individus à tel ou tel choix de politique publique? Est-ce qu'il s'applique à des univers de choix individuels? Est-ce qu'il s'applique ou alors à des enquêtes de comportement, par exemple de marché, des choses comme ça? Et c'est ma première question. Ma deuxième, c'est quel est l'univers de référence? Est-ce que c'est une manière de décrire très bien quelques grands facteurs, au fond assez durkheimiens, la nation, la religion, la génération, en laissant tout le reste de côté, et à travers ça, de faire des comparaisons internationales efficaces? Est-ce que c'est ça les propriétés heuristiques majeures de ce type d'enquête, ou est-ce que tu en vois d'autres? Oui, deux très bonnes questions. Alors pour la première, oui, je crois que c'est important pour les politiques publiques, ce type d'enquête est important et utile pour les politiques publiques, et d'ailleurs elles s'en servent assez abondamment. Et le CAS, par exemple, a fait beaucoup de travaux dans ce sens. Et je crois que c'est d'autant plus important que l'on voit aujourd'hui dans la société française, mais dans beaucoup d'autres sociétés, une sorte de hiatus entre les indicateurs objectifs et les indicateurs subjectifs. Et ça, c'est une grande interrogation et une grande énigme aussi pour la sociologie. On le voit par exemple dans un domaine sur lequel je travaille actuellement, celui des inégalités. C'est assez fascinant lorsqu'on compare par exemple la France et les États-Unis sur le plan des inégalités et des indicateurs objectifs et subjectifs d'inégalité. C'est deux tableaux complètement contrastés parce que les Américains, la société américaine est une société très inégalitaire et qu'il est devenu de plus en plus. La société française est une société plutôt égalitaire et qu'il est resté relativement, alors que les opinions publiques des deux pays sont complètement en décalage par rapport à cette réalité. Les Américains ont le sentiment plutôt d'être dans une société égalitaire, ou du moins où l'égalité des chances existe, ce qui est tout à fait contestable, alors que les Français ont le sentiment de vivre dans une société ultra inégalitaire. Donc voilà, donc il y a une espèce de hiatus entre les appréciations subjectives de la société et la réalité objective telle qu'on peut la mesurer, en tous les cas, par les indicateurs dont on dispose. Alors ça pose plein de questions. Pourquoi cela? Est-ce que les indicateurs sont mauvais? À quel point il faut tenir compte des appréciations subjectives pour piloter la société et la réformer? Enfin bon, c'est très complexe. Et donc je crois que là, les sociologues peuvent apporter beaucoup, même si je n'ai pas de réponse sur la façon d'interpréter ce hiatus, c'est compliqué. Et sur la seconde question, oui, évidemment, je crois que c'est surtout l'intérêt de ces enquêtes, c'est un intérêt de sociologie comparative macro-sociale. Effectivement, c'est ça. Elles permettent moins facilement, évidemment, d'entrer dans l'analyse fine des comportements des acteurs. Ça, c'est d'autres types de sociologie qui peuvent le faire. Mais au fond, voilà, tous ces types de sociologie sont utiles et complémentaires. Très bien. Merci Olivier. Merci.